En premier lieu, je voudrais m'adresser à vous, Monsieur le ministre Douley Konaté. Je voudrais aller dans votre sens et poser trois questions. Quels progrès ont été accomplis pour l'éducation des filles et des jeunes filles au Mali? Parce que nous parlons du Mali. Deuxième question, quels sont les obstacles à surmonter justement dans cette éducation des filles et des jeunes femmes? Et troisième question, est-ce que les obstacles à relever concernent tous les pays de la zone francophone, oui ou non? Et je voudrais saluer toutes les éminentes personnalités qui sont donc dans ce panel et vous dire encore tout l'honneur que j'ai à participer à cet exercice-là. Et ce n'est pas une humilité feinte. Je voudrais aborder cette discussion avec beaucoup d'humilité parce que, comme cela a été rappelé, moi je suis juste un professeur d'histoire de l'université qui s'est retrouvé dans cette aventure. Et donc, je n'ai pas la connaissance fine des pédagogues qui sont très nombreux autour de cette table-là. Moi, je suis très admiratif de nos collègues qui enseignent à l'éducation de base, comme on dit. Leur technicité, leur expertise m'impressionne toujours. Et je suis moi-même donc un apprenant. Et parce qu'à l'enseignement supérieur, je dois le dire, nous ne sommes pas toujours, beaucoup s'en faut, des experts de la pédagogie. Par contre, Madame le professeur Barry l'a rappelé, il y a un regret que j'éprouve, cette espèce de déconnexion entre l'enseignement supérieur, donc celui de la recherche, et ce monde de l'éducation. Et ça, c'est quelque chose que je réalise toujours avec beaucoup de peine. Ces deux mondes, en tout cas au Mali ici, qui s'ignorent, enfin presque, alors que nous le verrons dans les discussions, le caractère holistique de l'éducation est fondamental, comme nous le verrons tout à l'heure, s'agissant de la scolarisation des filles. Et si l'école n'est pas réfléchie de manière holistique, je pense qu'on n'a aucune chance de régler les problèmes. Alors, il se trouve effectivement que le milieu de la recherche universitaire, à mon avis, n'interagit pas suffisamment avec le milieu de ceux qui sont sur le terrain, les enseignants de l'école de base, de l'école d'éducation de base. Là, la première observation que je voulais faire. Puisque le temps m'est compté, je voudrais dire que pour répondre à votre première question, madame, vous savez que je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je vais prendre les choses au Mali à partir des années, on va dire, 98. 1998, c'est un tournant ici au Mali parce que l'éducation, c'est le PRODEC, un programme de développement décennal de l'éducation, qui est donc un projet conçu en accord avec les partenaires. C'est le cadre dans lequel, c'est la politique dans laquelle se meut toute l'activité par rapport à l'école en République du Mali. Donc le PRODEC 1 a été mis en place en 1998 sous le président Alpha Omar Konaré. Vous savez que les événements de 91 qui ont marqué donc la démocratisation du pays ont été un tournant au plan historique ici. Et 98, l'éducation donc a son premier programme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des choses avant. Avant 98, il y a eu la réforme de 1962 qui a été aussi qui avait une portée extrêmement importante. Et déjà là, en 62, la question de la scolarisation des filles et des femmes a été clairement posée par les pionniers de l'indépendance. Modibo Keïta attachait beaucoup de prix justement à cette question de l'équité. Et pour vous dire que ça n'était pas que des mots, le Mali, ça n'en a pas eu l'air, a eu le code, le premier code de la famille, l'un des plus révolutionnaires pour son époque. Parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce code de la famille de 1960, des années 1960, était, à mon avis, montrait bien combien la question du genre était déjà prise même si on n'utilisait pas encore le terme de genre. Bref,
pour revenir à notre sujet, le PRODEC 1, à partir des années 98, a permis des progrès importants en matière de scolarisation des filles. Et il a vraiment permis de doubler, dans certains cas tripler, le taux d'alphabétisation des filles. Et ce programme, donc je le répète, dans lequel tous nos partenaires sont impliqués, parce que le PRODEC est quelque chose qui est réfléchi à travers un processus participatif qui implique toutes les composantes de la société et nos partenaires. Et ce PRODEC 1 donc s'est terminé dans les années donc 2008, 2009, et aujourd'hui nous évoluons dans le cadre du PRODEC 2, donc Programme décennal de développement de l'éducation. C'est le cadre dans lequel nous évoluons aujourd'hui, un programme pluriannuel, budgétisé, c'est important de le dire, et qui donc court jusqu'aux années, donc la première tranche, nous sommes dans la première tranche, 2021-2023. Donc, pour vous donner quelques chiffres, je dois d'abord dire que tous ces efforts du PRODEC 1 ont connu, j'allais dire, un coup dur avec les événements de 2012. Vous savez qu'en 2012, le Mali rentre dans une crise qui, malheureusement, vous le savez, dure et perdure. En 2011, avec l'occupation des régions nord du pays et la crise institutionnelle et politique, ces événements-là ont marqué durement le milieu scolaire et en particulier, ils ont impacté les résultats en matière de scolarisation des filles pour des raisons que nous pourrons développer. Et donc, mais très vite, les autorités maliennes ont réagi avec le support de leurs partenaires et on a tenté d'apporter plus que des correctifs. On a tenté donc de remédier à la situation. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, enfin les derniers chiffres que je peux vous donner, le taux brut de scolarisation des filles au fondamental 1 sont de l'ordre de 70,4% en 2017-2018 et 66% en 2016-2017. Pour vous dire que il y a des avancées qui sont faites d'année en année. C'est incontestable. Une fois que j'ai dit ça, alors, le taux brut de scolarisation des garçons, c'est 82%. 82%, j'avais dit tout à l'heure, 70% pour les filles en 2017-2018. Alors, mais ces chiffres, à mon avis, ne sont pas significatifs si on ne s'attache pas à deux mots qui ont été prononcés tout à l'heure. C'est le maintien des filles à l'école. Je vois que les spécialistes expriment ça en termes de taux d'achèvement. C'est à ce niveau que ça se joue. Et lorsqu'on regarde la situation, on voit que ce taux d'achèvement pour les filles au fondamental 1, lui aussi a connu une évolution en passant de 28,7% en 2012-2013, c'est l'année de la crise, à 47,3% en 2017-2018, l'année de référence. Je reprends, 28,7% en 2012-2013, c'était l'année de la crise, où il s'était affaissé. On voit bien, 28%, c'était un affaissement considérable, et il passe en 2017-2018 à 47,3%. Cependant, il existe, il faut le dire, une disparité importante entre filles et garçons en termes d'accès au Mali. C'est quelque chose qu'il faut que je signale tout de suite, en termes de couverture, en termes d'achèvement au niveau du fondamental. C'est extrêmement important. Et l'indice de parité stagne autour de 0,9, ce qui est quand même pas très bon. Au fondamental 2, le taux brut de scolarisation des filles est de 44,8% en 2017-2018 contre 44,2% l'année précédente. Donc, vous voyez donc, je m'arrêterai là pour les chiffres. Alors, quand on a évoqué les filles, il faut tout évoquer les garçons. Pour les garçons, au fondamental 2, ce taux est de 52,5% en 2017-2018 contre 54,4% en 2016-2017. Donc voilà un tout petit peu la situation générale. Et je termine là-dessus en disant sur cette première question
que le défi reste, le défi il est énorme. Je vais d'abord parler des obstacles. Votre deuxième question, quels sont les obstacles à surmonter? Ces obstacles sont de différents ordres. D'abord d'ordre socio-culturel, on va dire. C'est connu, mais il faut toujours les rappeler. C'est les mentalités qui font que, bien souvent, dans la majorité des cas, on accorde ici, dans la plupart des cas, je dis, plus d'importance à la scolarisation des garçons qu'à celle des filles, bien malheureusement. Et l'autre obstacle d'ordre culturel, c'est que les filles sont toujours cantonnées dans des rôles quelquefois de mère au foyer. En fait, quelque part, c'est comme si les filles étaient condamnées à apprendre à devenir de futures mamans au foyer. Et donc, il leur est demandé des tâches qui ne sont pas demandées aux garçons. Et on investit en général plus dans la scolarisation des garçons que celui des filles. Et donc ça, c'est vraiment des questions prégnantes qui constituent. Et à côté de ça, au plan culturel, il y a aussi des questions dont on ne parlait pas, mais dont il faut de plus en plus parler. C'est la configuration même des écoles qui, quelquefois, ne favorise pas la scolarisation des filles. Par exemple, ici au Mali, nous avons une question sur laquelle nous travaillons beaucoup. Et quand je suis arrivé, j'ai mis un accent là-dessus. C'est la question, par exemple, des menstrues des filles. Et beaucoup de jeunes filles ici sont obligées d'abandonner les élèves, elles ont les cours. Chaque fois qu'elles se trouvent, comme on dit ici, chaque fois qu'elles ont leurs règles, elles abandonnent les cours. Et ça, c'est une question sur laquelle certains de nos partenaires nous ont beaucoup aidés. Et je crois que c'est une question sur laquelle on est en train d'avancer. Et j'ai personnellement demandé depuis mon arrivée ici que toutes les écoles veillent justement à ce que ces questions d'hygiène menstruelle soient prises en compte et soient traitées. Et vous savez que ce n'est pas une chose facile ici, compte tenu du contexte culturel dont je parlais tantôt. Bien, donc voilà, ça je m'arrête là pour les obstacles culturels, on pourrait être très long dessus. Les obstacles économiques. Vous savez, contrairement à ce que les gens pensent, et c'est vrai même pour les migrations, d'abord les migrations à l'intérieur de nos pays, en tout cas pour le Mali, elles concernent de plus en plus les femmes, les filles. Vous voyez, par exemple, dans les maisons, dans la plupart des familles ici, ce sont les filles qui sont aides ménagères, et beaucoup de filles, de plus en plus, viennent dans les grands centres pour tenter de préparer ce qu'on appelle ici la dot. La dot ici n'a pas son sens médiéval européen. La dot ici... Alors, ce sont les filles qui préparent elles-mêmes leur trousseau. Et donc, elles viennent chercher des moyens en ville pour préparer cela. Et cela entraîne beaucoup de filles à l'exode. Et un autre phénomène qui est grandissant au Mali, c'est l'attraction que les placères aurifères exercent sur les jeunes de façon générale et sur les filles. Vous savez, l'exploitation d'or au Mali est quelque chose... depuis le Moyen-Âge, le Mali est très connu pour ses placères d'or, exploitation artisanale d'or qui demande de la main-d'œuvre. Et beaucoup de filles, puisque ça rapporte comparé à d'autres activités, beaucoup de filles viennent s'investir dans ces activités-là. Tout ça sont des causes qui font que beaucoup de filles abandonnent l'école. Comme j'aime dire, il y a une espèce de décrochage scolaire pour ces différentes raisons. Donc voilà un ensemble de raisons. Donc les raisons économiques sont vraiment importantes. La pauvreté est un facteur extrêmement handicapant puisqu'elle entraîne beaucoup de filles à devoir chercher des moyens ou soit pour leur, comme je l'ai dit, pour leur trousseau ou pour aider leurs parents. Et maintenant les défis, pour ne pas garder trop la parole, les défis, je pense que les défis, on peut les résumer en un triptyque. Les défis ici, c'est le triptyque accès, maintien et achèvement. Et c'est extrêmement important. Je reprends. Accès, parce que l'accès n'est toujours pas équitable. Maintien, que les filles puissent rester à l'école. Le tout n'est pas de les envoyer à l'école, qu'elles puissent rester le plus longtemps possible. Et qu'elles achèvent ce que nous appelons ici le fondamental 2, c'est-à-dire ce qu'on appelle ailleurs les collèges. Et qu'elles puissent accéder à l'enseignement secondaire. Ça, c'est
Ça, c'est vraiment un gros défi. Et je vais vous dire une chose, et je ne suis pas politiquement correct en disant ça. Je trouve que nos partenaires devraient regarder avec un peu plus, j'allais dire, d'attention le niveau secondaire. Parce que l'observation que je fais, c'est que le secondaire est un peu le parent pauvre de nos systèmes. Tous les partenaires s'investissent énormément à l'école fondamentale. Je le comprends. Mais si on ne fait pas en sorte que davantage de filles accèdent à l'école secondaire, cela devient un facteur discriminant pour les filles. Et je le répète, j'observe tous nos systèmes par rapport à l'aide de nos partenaires. Je vois que l'enseignement secondaire n'est pas ce qui retient leur priorité. Je ne parle même pas en termes de priorité, mais je pense qu'il y a un effort à faire par rapport à l'enseignement secondaire. Trois types d'actions que nous entreprenons ici, des alternatives éducatives, comme ce que nous appelons le SACP. On aime beaucoup les sigles dans ce département-là. La scolarisation accélérée, et qui fait que nous essayons on va dire quoi, de réintroduire de permettre de réintroduire dans le système des enfants qui l'avaient quitté prématurément. Et dans ces programmes de SACP, scolarisation accélérée, nous donnons l'avantage aux jeunes filles. Nous avons aussi ce qu'on appelle ici les cafés, voilà, toujours un autre cycle, centres d'apprentissage féminin, qui sont faits, comme leur nom l'indique, mais vraiment spécifiquement pour les filles, et qui ont beaucoup de succès ici, dans lesquels nous essayons d'intégrer les filles qui n'ont malheureusement pas pu avoir une scolarisation régulière pour des apprentissages très précis. Et nous avons des centres d'alphabétisation fonctionnelle qu'on appelle les CAF, à ne pas confondre avec café, dans lesquels aussi, qui s'adressent à un ensemble plus large, mais dans lesquels aussi les filles et les femmes ont une priorité. Je vais terminer en disant, puisque vous m'avez demandé de parler des défis, et un de nos défis, justement, ça va être comment rapprocher les écoles des populations, pour l'accès, justement, pour réduire les distances que les jeunes filles doivent parcourir. C'est extrêmement important. Comment construire davantage de cantines scolaires. J'y tiens beaucoup ça c'est vraiment mon dada, parce qu'on a constaté que lorsqu'il y a des cantines scolaires, cela influe notablement sur le taux d'alphabétisation des filles, leur maintien. Ça, je peux vous dire, toutes les statistiques que nous avons sont très claires là-dessus. Donc la question des cantines scolaires et la question de la rémédiation. Et ça, c'est une question fondamentale. Dans le fondamental 1, nous avons des partenaires qui nous appuient actuellement. Nous avons un programme de rémédiation qui permet donc de faire du rattrapage scolaire, surtout par rapport à la Covid, avec tout le temps qu'on a perdu. Donc voilà des questions sur lesquelles nous souhaiterions évidemment, en tout cas, si nous le pouvions, avoir un accompagnement qui, à mon avis, contribuerait à améliorer la situation. Voilà, merci beaucoup et merci de votre patience. Merci. Et merci beaucoup pour les enjeux sur lesquels vous vous êtes positionnés, qui sont des enjeux réels, à la fois importants pour le Mali, importants aussi pour l'ensemble de la sous-région francophone, mais au-delà, qui concernent le monde entier. Et ça, je voudrais vraiment vous rassurer parce qu'aujourd'hui, on a encore 1 milliard d'êtres humains qui sont analphabètes dans le monde. Et la majorité, malheureusement, ce sont les femmes et ce sont encore les filles qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Mais au-delà, ce sont aussi ces jeunes, 258 millions de jeunes qui sont complètement exclus des différents systèmes. Et je vous assure que la vision holistique dont vous venez de parler en termes de perspective, chez nous, elle fait absolument sens. Surtout la critique sur laquelle vous vous êtes positionné en disant accès, maintien, mais surtout achèvement, avec l'interpellation forte aussi au niveau des partenaires techniques et financiers, pour leur dire qu'il faut avoir cette vision holistique du système éducatif. Je pense que vraiment, à ce niveau-là, vous avez interrogé les enjeux à la fois culturels, je pense, et pédagogiques, et institutionnels, et surtout aussi financiers. Je pense que vraiment, nous avons là une belle panoplie voilà, vous avez défriché, comme on dit, le champ, en tout cas au niveau à la fois politique et stratégique. Et je pense que c'est important maintenant
que nous puissions entrer dans le vif du sujet au niveau terrain. Parce que là, c'est la partie stratégique qui a vraiment été abordée. Nous allons maintenant aborder la partie technique et nous allons vous remercier encore une fois